Bienvenue dans le journal du télétravail, un podcast proposé par Management et rendu possible par Velux. Découvrez leurs innovations pour réinventer le bien-être au travail. Qu'est-ce qu'un cadre de travail agréable ? Comment répondre aux attentes des collaborateurs, à celles des seniors comme à celles des nouveaux talents, à celles d'aujourd'hui et à celles qui vont émerger. Bonjour Jean-Marie Carrère, vous êtes directeur des ressources humaines Europe du Sud de Velux. Bonjour. Velux appartient à une fondation, qu'est-ce que ça change dans la culture d'entreprise ? C'est vrai que c'est un élément différenciant en fait, sur le marché. Donc Velux, depuis sa création il y a 80 ans en fait, a très rapidement évolué sous un modèle de fondation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la vaste majorité de ce que gagne l'entreprise Velux vise à être redistribué dans la société. Je vais vous donner un exemple très concret. Si aujourd'hui vous allez visiter la Sainte-Chapelle à Paris et que vous regardez le tableau des généreux donateurs, vous verrez le nom de Fondation Velux figurer en bonne place. Je crois même qu'il y est le seul d'ailleurs de mémoire. Et donc Fondation Velux effectivement a financé la rénovation des vitraux de la Sainte-Chapelle. Donc je crois que dans ce point de vue-là, pour que ce soit des candidats ou que ce soit nos collaborateurs, on répond à des aspirations assez actuelles de recherche de sens et de finalement à quoi sert le travail que je fais au quotidien. Et plus largement, je crois que si on regarde simplement ce que aujourd'hui délivre Velux, quelle est la proposition de valeur, en fait Velux vise à transformer les espaces, à apporter, comme son nom l'indique, du vent, donc de l'air frais et de la lumière sous les toits. Et ça, c'est ni plus ni moins qu'en fait du bonheur au quotidien pour les clients de Velux. Est-ce que ce statut particulier d'entreprise résonne de manière plus forte aujourd'hui au moment des recrutements auprès des talents que vous recevez ? Je crois qu'on l'entend tous et on le lit. En fait, il y a une forme de recherche finalement de sens, de pourquoi est-ce que je me lève le matin. Donc très clairement, je pense que ça nous différencie par rapport aux entreprises et c'est aussi une des choses qu'on je sais pas ce qu'on va dire, parfois aussi vérifier un petit peu dans le cadre, par exemple, d'un processus d'entretien. Pour nous, quelqu'un qui n'aurait pas une culture justement très orientée vers finalement le partage et peut-être quelque chose d'un peu plus individuel, peut-être qu'on ne serait pas vraiment la bonne entreprise pour accueillir cette personne. Vous travaillez dans une société danoise. Est-ce que dans l'organisation du travail de Velux en France, on retrouve cette touche danoise ? Tout à fait. Je me rappellerai toujours en fait, la première fois que je suis allé au siège de Velux au Danemark. Donc j'assistais à une réunion et puis je reste un petit peu pour traiter mes emails. Il est 5h30, je sors de cette salle de réunion et les couloirs sont noirs. La femme de ménage au fond du couloir en fait est en train donc déjà est assez avancée dans son travail et je me demande même si ça va être facile de sortir. Ce que je veux dire c'est que par cette anecdote, ça illustre assez rapidement en fait l'envie au Danemark peut-être de s'assurer une vraie qualité de vie et un vrai équilibre entre vie pro et vie perso. Et de ce point de vue-là, je pense que ça se retranscrit aussi, même chez Velux France par exemple, où il n'y a pas de culture de présentéisme chez nous. À un moment, il est temps d'aller faire autre chose, il est temps d'aller profiter de la vie. En fait, il y a assez de temps pour le travail. La crise sanitaire a fait évoluer les modèles d'organisation. Après le Covid, comment avez-vous mis en place le télétravail ? Alors, à l'image de beaucoup d'entreprises, forcément, on a tiré les leçons. Il y avait un vrai besoin, effectivement, de pouvoir déterminer le juste cadre, finalement, autour du bon degré de flexibilité. Donc, on s'est engagé dans un dialogue avec nos partenaires sociaux, ce qui nous a rapidement conduit à mettre en place 2 jours de télétravail. Après, on a un contexte un peu particulier. Nos locaux sont situés à Morangy, qui est au sud de Paris, relativement éloigné. Et donc, je ne vous cache pas que si cette localisation a parfois été un frein en termes d'attraction aussi, de talent, et nous restreignait peut-être en termes de pouvoir toucher à l'ensemble par exemple, du bassin parisien en termes d'emploi, et même plus largement en fait la France. Et donc en mettant en place très rapidement 3 jours de télétravail, qui pour le coup est un peu plus quand même que la norme, on va dire, de la plupart des entreprises, là on a tout de suite vu un impact, tant au niveau des collaborateurs également, qui eux aussi en fait ils trouvent une certaine flexibilité, plus de flexibilité, mais également en termes de candidats, parce qu'on voit bien que maintenant on attire des gens qui nous disaient non, c'est trop loin. Aujourd'hui se pose la question davantage. 3 jours de travail à distance, c'est beaucoup. Alors, comment on réinvente la vie de bureau ? J'aimerais bien vous donner des réponses définitives sur le sujet. Je ne vous cache pas que c'est vraiment le sujet de tous les jours. Et c'est vrai que trouver ce juste équilibre entre une demande de flexibilité de la part des collaborateurs, de la part des candidats, mais d'un autre côté, en fait, le fait de toujours garder ce sentiment d'appartenance, c'est une équation quand même qui est pas toujours facile à maintenir. Nous, dans les leçons qu'on tire, on voit en fait encore un besoin de se réunir, d'être présent ensemble physiquement. Je vois il y a 2 jours, nous avions donc le barbecue
avant été, donc pour se souhaiter de bonnes vacances avant de partir. Et là, on a joué à guichet fermé, entre guillemets. C'est-à-dire que ça fait longtemps que je n'avais pas vu autant de monde au bureau. Donc il y a ce besoin-là. Et il y a aussi quand même des évolutions et de ce qui était la traditionnelle machine à café où c'était le besoin pour tout le monde de se retrouver, etc. Ça, je crois qu'en fait, les rituels sont quand même en phase d'être réinventés. On a des équipes, effectivement, je pense par exemple au marketing, où leur premier réflexe le matin, c'est pas d'aller à la machine à café pour discuter, mais c'est plutôt effectivement de se connecter en chat, peut-être d'échanger une ou deux photos ou simplement des commentaires sur ce que j'ai fait la veille. Et finalement, effectivement, ça évolue. Donc, voilà, il y a de bonnes choses sur lesquelles il faut continuer à s'appuyer, mais il y a sans doute des choses où il faut aussi être peut-être ouvert à différentes méthodes de travail. Et ça veut dire que les différentes générations qu'on a dans nos équipes doivent elles aussi en fait peut-être se poser des bonnes questions et faire évoluer le modèle avec nous. Vous menez aussi chez Velux une réflexion sur la semaine de 4 jours. Alors comment vous avancez sur ce sujet ? Alors la semaine de 4 jours, effectivement, c'est un de nos sujets de réflexion. Enfin, on est un peu comme toutes les entreprises, on regarde un peu ce qui se fait autour. On a de plus en plus effectivement de littérature autour d'expérimentation sur les 4 jours, ce qui nous amène à nous poser des questions. Ce que je lis, c'est que les expérimentations qu'il peut y avoir ne conduisent pas forcément à une adhésion très forte à ce stade. Par contre, je pense qu'il vaut mieux éviter d'être en réactif et donc attendre que vraiment on ait un nombre massif de personnes qui nous demandent la chose, parce que là, en fait, on va créer de la frustration, on va être en retard. Donc nous, on est déjà engagés, effectivement, avec nos partenaires sociaux, dans fixer le cadre qui nous permettra demain de répondre à davantage encore de flexibilité, la semaine de 4 jours étant l'un des leviers sur lesquels on travaille. Il y a une chose qui est importante aussi, peut-être une leçon qu'on a eue. Cette recherche de flexibilité, elle est un petit peu dans les deux sens. C'est-à-dire qu'elle sert effectivement à satisfaire davantage nos collaborateurs, mais peut-être aussi davantage nos clients, qui eux aussi cherchent finalement à pouvoir avoir des temps de service peut-être plus étendus que ce qu'ils ont pu connaître par le passé. Je pense notamment au samedi. Et je ne vous cache pas que quand on a abordé cette discussion-là, notamment d'étendre et de réfléchir à du samedi ou à des horaires étendus, forcément, c'est de nature un petit peu anxiogène avec nos collaborateurs. Est-ce que demain on va me forcer à travailler le samedi, etc. Donc, nous, on a essayé d'entamer très tôt le dialogue, mais on voit que ça demande énormément d'accompagnement quand même pour dire que oui, flexibilité dans l'intérêt des collaborateurs, mais aussi flexibilité dans l'intérêt de l'entreprise. Il faut faire vraiment toujours attention à cet équilibre. Et donc, il n'y a que le dialogue. Toutes les interrogations que vous évoquez posent la question de l'innovation dans les ressources humaines. Il ne faut pas avancer trop vite, il faut être collaboratif. Vous, comment vous voyez les choses ? Comment vous avancez ? L'innovation, effectivement, un peu comme je le soulignais, c'est important de se tenir au courant finalement de ce qui existe, des tendances. On parle effectivement du 4 jours. Je pense que si on regarde un peu largement, là j'ai des collègues qui en Allemagne qui travaillent sur un autre modèle par exemple, qui est qu'ils explorent la possibilité pour un même poste d'avoir 2 personnes qui travaillent et qui donc constituent un plein temps. Et donc ces personnes-là peuvent être à mi-temps. Donc ça, c'est des exemples effectivement de flexibilité. Moi, aujourd'hui, ce que j'observe, c'est surtout une tendance autour des collaborateurs qui souhaitent qu'on explore des situations plus individuelles que peut-être simplement le fait de dire je dois rentrer dans 1, 2, peut-être 3 modèles de flexibilité, la semaine de 4 jours ou la semaine de 5 par exemple. Donc, ma vision aujourd'hui de comment est-ce qu'on va peut-être conduire l'innovation, c'est d'être capable effectivement de s'adapter à des populations aussi presque individuelle que possible. Et ça, pour moi, ça passe par un maximum effectivement de dialogue et de manière de capter finalement les besoins. Mais en parallèle, d'être constamment en dialogue avec les partenaires sociaux pour pouvoir peut-être nous-mêmes avoir notre cadre peut-être légal ou vous savez de type convention collective ou encore d'accord au niveau d'entreprise qui nous permettent encore une fois, le jour où les demandes sont exprimées, de pouvoir réagir rapidement. Velux est certifié Great Place to Work. C'est un label qui compte pour recruter. C'est aussi un outil important pour vous ? Franchement, on fait face au même défi que la plupart des entreprises. Mais aujourd'hui, le recrutement, c'est vraiment un souci. C'est compliqué d'attirer du monde, de se différencier sur le marché des talents. Donc forcément, tous les leviers qui sont à notre disposition, on essaie de s'y rattacher. En l'occurrence, Great Place to Work, c'est un label qui est reconnu sur le marché, donc ça nous donne davantage de visibilité. On a eu... Je ne cache pas la bonne surprise quand vous rentrez dans cette démarche. Vous demandez en fait, quand vous demandez à vos collaborateurs de répondre à un questionnaire, quelque part vous allez être étalonné par rapport à d'autres entreprises. C'est prendre un risque aussi de voir est-ce que par hasard on est en dessous des autres, etc. Et au final, on a eu
plus que la surprise, la confirmation que effectivement Velux est une great place to work. Ça d'ailleurs pas que en France, on a eu le même label effectivement pour l'ensemble de notre région en Europe du Sud. Donc oui, pour moi c'est déjà un test grandeur nature qu'on va dans la bonne direction. Mais moi je le tire surtout avant tout comme un outil qui doit nous permettre de progresser vers ce vers quoi on doit encore travailler pour faire que l'expérience employée soit encore meilleure. Donc c'est tendre aussi vers l'entreprise modèle, qui est l'aiguillon qui vous est donné par le fondateur de Velux. Tout à fait. Moi personnellement, je suis rentré chez Velux il y a 2 ans. Et je ne vous cache pas que c'est ça, en fait, si je devais vraiment résumer à une chose qui a différencié Velux par rapport à d'autres entreprises, c'était cette notion d'entreprise modèle. C'est-à-dire qu'effectivement, le fondateur, qui a créé donc Velux il y a 80 ans maintenant, très rapidement, il a écrit une forme de manifeste. Et il avait comme ambition de faire en sorte que l'entreprise Velux soit meilleure que les autres. Je crois que même qu'il le formule de un peu meilleur que les autres, mais tant pour ses clients que pour ses partenaires et que pour ses collaborateurs. Et en fait, cette recherche de différenciation, cette recherche de faire toujours mieux, moi je la vois au quotidien. Et donc j'invite vraiment les gens à nous rejoindre. Je pense que vraiment ça vaut le coup. Merci d'avoir partagé vos réflexions sur l'entreprise modèle, d'autant que Velux est en pleine croissance et que vous recrutez. Je rappelle que vous êtes directeur des ressources humaines Europe du Sud de Velux. Merci beaucoup Jean-Marie Carrère. Merci à vous. C'est le journal du télétravail.